Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui avec toi, ce serait creuser. Tu m'as présenté justement la finalité, les fruits de l'arbre, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tes racines. Parce que là, aujourd'hui, tu es une belle jeune femme qui sait ce qu'il fait. Et j'entends toutes tes valeurs justement se matérialiser dans tout ce que tu fais. Mais qui étais-tu quand tu étais plus jeune? Je sais que la question, elle était bateau, mais est-ce que tu avais cette assurance-là quand tu étais plus jeune? Quand je dis plus jeune, Pas c'est du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. parle-moi, c'est ça que je veux. Pas du tout. Alors, j'étais une enfant pas du tout sûre d'elle, qui n'avait pas forcément confiance en elle. Après, je ne sais pas s'il y a énormément d'enfants qui sont assurés avant leurs 5 ans, mais moi, pour ma part, les souvenirs que j'ai, c'était pas du tout ça. T'étais plutôt Euh, timide? Au-delà de ça, c'est-à-dire que moi, avant d'arriver en Île-de-France, je suis née en province, donc à Limoges, dans le 87. Et avec ma maman, on vivait là-bas et j'étais la seule La fille seule. d'immigrés, la seule Mmh, fille de couleur dans ouais. mon école. Et donc, du coup, ça renvoie quelque chose déjà. J'ai des petites filles autour de moi qui sont blondes, aux yeux bleus, avec des cheveux différents. Et c'est la majorité, en fait. C'est ce qui est représenté. Ouais. Tu Donc, pas de quoi te raccrocher ou voilà, tout d'admirer à ou fait. Et mes poupées étaient des Barbie blondes également. À la télé, dans les dessins animés, c'était aussi des petites filles d'un certain type. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'était la norme. Et sans même que quelqu'un intervienne et ne me dise que je n'étais pas belle ou que je n'étais pas comme il fallait, moi-même, je m'étais déjà fait mon cheminement en me disant que c'est être jolie, être belle, être normale, c'est être comme toutes ces petites filles-là qui m'entourent. Et moi, je suis différente, donc je suis pas forcément comme il faut. Donc déjà, je nourrissais ces complexes-là. Je me rappelle que mes cheveux, je ne les acceptais pas. Je voulais toujours que ma mère me fasse des tresses pour que je puisse les avoir au moins en longueur et que ce soit un minimum semblable aux petites filles que je voyais. Donc je nourrissais énormément de complexes et il y avait aussi euh, dans le rapport que j'avais avec ma maman à cette époque-là. Elle est issue d'un pays où, en majorité, ou presque, ils sont entièrement comme elle. Donc, elle ne savait pas les défis que je vivais à ce moment-là. Donc, même de dialoguer à ce niveau-là, c'était pas forcément fait pour renforcer cette identité et cette capacité à s'aimer, à s'accepter. Donc, énormément de complexes et en avançant donc, du coup, ils sont devenus une vérité pour moi, tu vois. Je suis arrivée. quand tu étais plus Euh, jeune, tu t'es dit clairement: «Je suis pas jolie» oui, ou voilà. bien «Je ne me plais J'ai pas». pas ce qu'il faut, en tout cas. J'ai pas ce qu'il faut pour être appelée une jolie petite fille ou quoi. Et quand on arrive à 10 12 ans, bah, c'est une vérité qui s'affirme OK. et on fait avec. Mais on s'estime pas pleinement tel qu'on est. OK, et au sein de ta famille, on te enfin, pas te valorisait pas, mais on te disait pas justement: «Tu es une jolie fille» ou tu avais quel rapport à la confiance en soi dans ta famille? Est-ce qu'il y avait des boosters? Est-ce que c'était quelle Ouais, ambiance? bah moi c'était assez spécial parce que physiquement, auprès de ma famille, enfin physiquement, oui, physiquement, on pouvait, comment je peux t'expliquer ça? On ne m'associait pas à celle qu'on doit encourager ou valoriser ou à faire des compliments. Je comprends pas Euh, pourquoi. Pourquoi on t'associait pas à ça en tant que Alors, petite fille ou jeune fille, même adolescente? j'étais une petite fille qui mettait énormément de carapace. D'accord. Donc, énormément de carapace, c'est-à-dire que je me montrais assurée extérieurement, même si intérieurement, j'étais pas bien. Donc, ça fait que on venait pas vers moi pour me faire certains compliments ou quoi que ce soit, même si je pouvais renvoyer à certains moments des faiblesses en disant que j'aime pas ce que je mets là ou j'aime pas comment le rendu de cette tenue, je me trouve pas jolie. Là, je parle un peu plus tard, entre mes 10 12 ans. Bon, on pouvait rire en fait, on pouvait rire, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, tu sais, C'était absurde dans voilà, leurs tu sais combien de petites filles aimeraient être comme toi et tout ça. Comment tu peux dire des choses pareilles? Donc en fait, je le gardais pour moi intérieurement parce que je me sentais incomprise de ce côté-là. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment des vérités que moi je me suis affirmée comme étant différente et pas bien. Et même cette projection-là auprès de la famille, de me dire qu'il y a des personnes qui me ressemblent et de m'aimer telle que j'étais, en fait, ça arrivait bien après. Parce que à l'époque,
dont je te parle quand je vis avec ma mère, on était vraiment seuls. Et le reste C'est de ce la que j'allais famille dire, tu est avais pas venu de grande beaucoup, sœur? voilà, est Ah venu ouais. beaucoup plus tard en France auprès de nous ou quoi. Donc Mmh, moi, c'était mmh mh. déjà en fait Oui, ancré, c'était quoi. tu avais pas Mm. de modèle. Puisque c'est ce que j'allais dire, des fois, c'est les grandes sœurs qui nous sauvent. Tu sais très bien quand elle a un Tu dois t-shirt qui être te ravie plaît, parce que du coup, c'est moi, ma ça. petite sœur, elle m'a eu. Et ça a été Ouais. bien différent, elle, le Mmh mh. rapport qu'elle a eu avec elle-même assez tôt. Alors que moi, non, j'étais l'aînée. Ah, le dur courage de l'aîné, Ouais, bravo. c'est Je ça. salue ma sœur d'ailleurs qui m'a habillée, qui Oui. m'a très souvent habillée, très sauvé la Ouais, vie. c'est souvent le rôle qu'on avait, hein. Les Ouais. grandes sœurs, ouais, ouais. Mais donc justement, c'est le prix à payer, c'est de se confronter à toutes ces carapaces-là. Et justement, à quel moment dans ta vie, tu as eu ces déclics-là de je dirais un moment, tu te confrontes à ta vérité. Ça veut dire que la carapace ne suffisait pas. À quel moment, justement, tu t'es dit: «OK, je me prends en main» ou est-ce qu'à un moment, tu as eu ce questionnement-là? Ou comment c'est venu, justement, ce truc de se C'est dépasser? venu progressivement, je peux le dire. De mes 0 à 10 ans, bah, je suis née en 89, donc dans ces années-là, comme je te disais, tout ce qui était représenté aussi n'allait pas dans notre sens. Donc on n'avait même pas la possibilité de s'identifier à certains modèles ou c'était très rare en fait. On était sous-représentés. Donc ça fait que ça nous permettait pas de pouvoir s'accepter tel qu'on était. Attends, Donc, excuse-moi, je me permets de te couper, mais je pense à la culture américaine, justement, Missy Elliott, Aaliyah. Après, je sais pas si c'est ce dans quoi tu as baigné, mais la culture américaine, je trouve, dans les années la culture noire 80-90. américaine était bien présente et Ouais. nous a fait beaucoup de bien. Mais comme un reportage que j'ai regardé très récemment d'une jeune femme qui a mis en avant des témoignages de certaines femmes, et je les rejoins de ce côté-là, c'est que même ces femmes-là qui étaient représentées sous un certain angle. Vrai. Tu parles Missy Elliott, mais Missy Elliott, c'était une exception. Souvent, c'était des femmes fines, claires de peau, les cheveux lisses, des perruques, enfin des Aaliyah. tresses, oui, voilà. Ouais. Donc, il y avait une représentation avec un certain type OK. aussi de visage et tout ça, avec les traits fins parfois et tout ça. Enfin, c'était une certaine représentation. Et comme je t'ai dit, pour mon cas, ça va au-delà même d'avoir, parce que là, il y avait déjà, enfin, quand je suis arrivée à l'adolescence, il y avait déjà des membres de ma famille tout autour de moi. Mais quand OK. on a nourri des complexes et une certaine vérité comme étant pas bien, pour déconstruire tout cela, ça prend aussi du temps en fait. Et il faut Mmh, mmh, avoir mmh. la volonté de le reconnaître, Ouais. déjà d'en prendre conscience pour pouvoir changer les choses. Donc moi, je suis arrivée à 17-18 ans, oui, j'avais aussi mes extensions lisses, Tu m'avais parlé de à la vouloir, oui, frange ma et tout. frange que je Ouais. faisais tout le temps et tout ça, toujours Mmh à mh. vouloir, pas que ce soit forcément mauvais, mais moi, pour mon cas, je sais que quand je posais ces choses-là sur moi, c'était pour me dire que voilà le modèle unique pour se dire être bien et puis avoir ses cheveux naturels, avoir les traits du visage que j'ai ou avoir le corps que j'ai, bah, c'est pas forcément ce qu'il faut. Et le premier déclic que j'ai eu, je l'ai eu très tardivement pour ma part, Quel âge? À peu près ou bien là, si tu as une période? 21 ans, 22 ans. Ça, Ouais. c'était le premier déclic. Parce que avant ça, comme je te l'ai dit, Tu je étais suis encore une dans le personne carcan. d'un certain. J'avais une certaine personnalité qui faisait que je ne laissais pas paraître forcément ce mal-être-là. J'avais certaines facilités déjà très jeune au niveau de l'habillement. Donc, Ouais. ça fait que je jouais beaucoup avec le vêtement. C'était une manière de m'exprimer. Mais en même temps, en fait, tellement que je le maîtrisais bien, le vêtement, je m'en servais aussi comme camouflage, en fait. Parce que les complexes et le manque d'estime de soi faisait que même mon corps, je l'aimais pas, enfin, mon visage, mes cheveux ou quoi. Donc, en fait, j'étais comme une personne déguisée quotidiennement. C'est-à-dire, mon style pouvait être à cette époque-là défini comme étant, oui, à la mode, bien Tu te auprès des autres. conformais, ouais. Mais je sais Mmh très mh. bien que je faisais les choses en fonction de mon état. Incroyable. Donc, je ne reflétais pas vraiment celle que j'étais. Et on va dire qu'à mes 21 ans, 22 ans, j'ai embrassé la foi pleinement. Et pour moi, le déclic, il a été le premier déclic, on va dire, il a été là. Parce que me référer à ce que Dieu disait de moi, en étant sa créature, sa création, c'était vraiment pour moi un bouleversement. C'est-à-dire, toi, tu passes ton temps tous les jours à remettre en question celle que tu es, alors que Que tu es lui, déjà validé, en voilà, fait. lui, il a voulu que tu sois comme ça. Il n'a pas fait d'erreur te concernant.
Donc, prends le temps d'accepter celle que tu es. Et j'ai dû me rabâcher ces paroles-là. J'ai dû vraiment travailler sur moi énormément, mais accepter cela. Et ça a été le premier déclic pour moi. Qui a pris Magnifique. plusieurs années, mais le premier déclic. Je trouve qu'en pour ton cas, le problème, c'était même pas les vêtements et tout et tout. Tu avais déjà ton talent, ton don de camouflage, comme tu dis. Mais en fait, là, c'est purement de l'amour de soi. Tout à fait. Même si tu le masquais bien, au Mm. final, tu peut-être est-ce que tu ne t'aimais pas peut-être parce que tu ne te connaissais pas finalement? Ouais. Mais c'est ça la base. C'est ça Ouais, la base. C'était je me connaissais pas. J'ai même pas ouais, pris le temps de me connaître. J'ai directement calqué ce que les autres étaient à moi et en me disant ok, c'est bah, ça. je suis pas comme ça, donc forcément il y a un problème. Tu es allé chercher Mais à voilà, l'extérieur au tout lieu à de fait. Au regarder moment où toi, j'ai en fait fait. le parti du coup d'apprendre à me connaître et de m'accepter, je suis tombée aussi sur pas mal de lectures qui mettaient en avant aussi, enfin tous ces traits dits négroïdes qu'on Mmh. veut souvent affiner ou sortir, mais c'est mon histoire en fait, c'est celle que je suis, c'est mon héritage, donc pourquoi en fait refuser cela? Donc il y a eu un grand travail sur ça, l'acceptation de soi, de l'amour de soi, et pour pouvoir après bah, refléter pleinement celle que j'étais dans toute mon entièreté en fait. Donc après ce processus-là, c'est-à-dire dans la foi, j'ai fait ce qu'on appelle communément mon premier big shop. Donc j'ai coupé toute seule mes cheveux. Oui! Tu J'ai rasé? frisé, ouais, donc je l'ai fait toute seule à la maison. J'ai pris les ciseaux, j'ai tout coupé. Moi aussi, j'en suis à là, Ouais, j'en suis à il y a plein de choses comme ça que j'ai faites sans pour autant lire un fascicule qui me disait voilà par quoi tu dois passer pour t'accepter ou quoi. Mais étape par étape, en fait, je suis passée par un processus en fait de restauration, vraiment c'est un de processus pardon, mais c'était un processus instinctif, vraiment, tu as pas vraiment. Mais toute parce seule que et incroyable. j'ai décidé que je voulais changer aussi. J'ai décidé que telle que j'étais, en fait, bah, ça me faisait plus de mal qu'autre chose et qu'il fallait que je m'accepte, que je m'aime et que je deal avec ça, en fait, parce que j'allais pas être à ces autres personnes-là. Et comme je te dis, même nos représentations, c'est-à-dire moi, mon modèle parfait de la beauté, c'était Beyoncé, par exemple. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17, 18 ans, alors que j'allais jamais ressembler à Beyoncé. Oui, elle est belle, j'allais jamais avoir ses formes, j'allais jamais avoir son visage, j'allais jamais être elle. Et il fallait que je l'accepte en fait pleinement pour pouvoir après dealer avec celle que j'étais. Et donc voilà. C'est magnifique. Ce que je retiens de ton parcours, c'est il y a beaucoup d'amour, beaucoup de force et je trouve que tu as pris une belle revanche sur, la petite fille à l'école qui était toute seule et qui n'avait pas de modèle. Exactement. Et pour continuer dans ce processus-là, ce qui m'a énormément aussi aidé, c'était de me challenger toute seule aussi. J'ai eu beaucoup de moments où, par exemple, enfin, même vis-à-vis de mon corps ou quoi, euh, de sauter le pas sur des choses, enfin, dans lesquelles je m'étais fait mes propres blocages, en fait. OK. J'avais longuement un problème. On parle souvent des personnes qui sont en surpoids et qui ont beaucoup de problèmes, et ben quand j'étais jeune, le fait que j'étais mince, je l'acceptais pas en fait. Parce que dans ma famille, je suis issue d'une famille africaine où Femme en les forme. femmes, ouais, il faut avoir des formes, il faut être bien en chair pour qu'on puisse valoriser cela. Et moi, le fait que j'étais à l'inverse de cela, ça me faisait beaucoup de mal. Et ça fait que je n'osais même pas mettre, alors que j'étais mince, juste mince, pas mettre des choses où on puisse voir mes jambes, où on puisse voir mes bras. Je n'osais pas en fait parce que je me disais que bah, je suis trop mince. Donc même ça, je me suis challengée toute seule en me disant non, ben maintenant tu vas porter selon bien sûr ce que tu aimes et ce que tu représentes, des choses sans vouloir te donner ces limites-là. Parce que tu as nourri dans ton esprit en fait et vivre pleinement en fait, être libre, c'est ouais, le mot c'est ça, être libre ouais, de mes mouvements, de mes choix et tout ça parce que les forteresses je les ai faites intérieurement en fait énormément et ouais à 22 ans j'ai décidé que ça allait changer. 22 ans quand même. Mais c'est magnifique. En plus, je sais pas, mais c'est très jeune, hein. Ah oui. C'est très seul, puisque tu me dis. Mais ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps. 22 ans, je pense que on va dire, le relâchement total, il a été fait à l'arrivée de mon premier enfant. À l'arrivée de, ouais. Là, c'est contradictoire parce qu'on se dit à l'arrivée d'un enfant, ben, le corps change. Les femmes, pour la plupart, les témoignages vont être, oui, mon corps a changé, dépression ou quoi. Mais moi, l'arrivée de mon premier enfant, ça m'a rendue encore plus forte. Wow. Et plus, ouais, et ça m'a révélé que dans ma personne encore plus. Ouais. Je pense que tu as un grand courage quand même de vouloir te regarder face à face et de dire voilà,
il y a ça, et je vais aller sur ça, et je vais travailler, je vais accepter et je vais t'aimer. Et c'est ça qui va me libérer. Mais la base, comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai cité en premier, c'est la foi. C'est la foi parce que sans ça, même le fait de réfléchir, de réflexionner enfin, à ce sujet-là, je ne l'aurais pas développé autant en fait. Justement, est-ce que tu peux me parler des questions que tu te posais et comment la foi y est répondue? Parle-moi justement de tout ce processus-là. T'as dit 22 ans, je trouve ça comme je t'ai dit initialement, oui, ce pas que j'ai fait vers la foi, j'étais arrivée à un cheminement de ma vie où j'avais vécu pas mal de choses au niveau personnel, familial. Ma mère qui était tombée gravement malade, j'étais déscolarisée, j'étais complètement perdue dans ma vie, dans tous les sens du terme. Et la foi s'est présentée à moi de par un membre de ma famille. Et quand j'ai dit oui à la foi, je suis une personne, de manière générale, quand je dis oui à quelque chose, c'est pleinement. Oui. C'est pas partiel, c'est pas un petit peu, c'est pas de manière superficielle, c'est pleinement. Donc c'est vrai ton engagement. Ouais. Donc je me suis pleinement appliquée, mais tout de suite. Et comme je l'ai dit, moi, de recevoir de plein fouet à la figure comme quoi Dieu m'aimait et tel que j'étais, c'était un bouleversement qui a changé plein de choses. C'est-à-dire, oui, je me sentais capable de refaire, je me sentais pas inutile, je me sentais pas limitée. J'avais vraiment, c'est comme si tous les champs de possibles s'ouvraient à moi et que, ouais, ok, ça n'a pas été, mais maintenant on va avancer et je suis plus seule en fait. Ouais, je suis plus seule dans ce chemin. Donc voilà. Magnifique. En dehors de la foi, est-ce qu'il y a eu des personnes ou est-ce que tu as eu d'autres déclics justement? Ouais, tu parlais de tes enfants, mais s'il y en a eu d'autres? Tout à fait. Dans le cheminement, lors de la foi, de toute façon, c'est arrivé un petit peu dans la même période, mon mari actuel, parce que c'est un homme de foi et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée dans mes débuts, mais surtout quand on s'est marié, avoir un vis-à-vis qui te renvoie autre chose de ce que toi tu perçois comme étant la vérité, ça change beaucoup de choses. C'est un miroir pour toi en fait. Et quand cette personne-là te regarde et dit « je ne comprends pas en fait pourquoi tu te dis qu'il y a un problème, pourquoi tu penses qu'il y a un souci », moi je trouve que tout va bien, mais il te le dit objectivement, sans vouloir te faire plaisir, parce que je le connais aussi dans sa personnalité, sans vouloir juste te parler pour te faire du bien, mais tu sens que te parler de manière sincère, ça te fait te remettre en question en fait. Et en fait, accepter que cette parole venant d'une personne qui nous aime soit sincère et soit peut-être vraie, c'est aussi un déclic pour se dire ok, peut-être qu'il faudrait que tu arrêtes, que tu changes et te voir autrement et creuser un petit peu plus pour arrêter de rester dans cet état-là. Donc ouais, il m'a beaucoup aidé aussi. Je pourrais dire oui, comme je t'ai dit, la foi, déjà prendre conscience qu'il y a un souci. J'ai embrassé la foi, mon mari, être mère m'a beaucoup aidé aussi. Puis après, les démarches personnelles aussi, les actes qu'on pose tout le long qui nous permettent d'accéder à ces changements. Ok. C'est une question bête, mais la salle de sport, tout ça, les trucs comme ça t'a pas boosté dans le... J'ai jamais fait de sport, à part à l'école. Oh mais la chance! On fait, mais... Par rapport à l'école, et ça c'est le défi de ma vie. J'aimerais bien, pas forcément salle de sport, mais en faire un peu plus parce que après je marche beaucoup, mais faire une activité sportive après l'école, moi je n'en ai jamais fait. Eh ben écoute, ça va. Hein? Ouais, je n'en ai jamais fait, mais bon, je pense que rester en mouvement m'a beaucoup aidé aussi. Ne pas me lamenter, c'est-à-dire même quand ça allait pas, j'étais toujours en mouvement, c'est-à-dire j'ai toujours travaillé, j'ai toujours posé des actes, c'est-à-dire créer, rassembler, accomplir mes projets, même quand intérieurement c'était pas au top de la forme, j'ai toujours posé ces actes-là vers le changement et qui ont fait qu'en plus dans ces expériences-là, on rencontre des gens, on connecte avec certaines personnes,
on apprend des autres parce qu'on se construit jamais tout seul et ça nous forge en fait. Quand tu as une personne en face de toi, même si toi intérieurement ça n'allait pas, mais que tu dises mais c'est super ce que tu as fait, c'est génial, continue, persévère, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup été impactée ou quoi, bah ça t'alimente aussi, ça te fait du bien et ça te permet de grandir aussi, de t'affirmer. Ouais. Là, tu as mentionné justement les personnes qui t'ont entourée et tu as dit que le sport, vas-y, n'en faisait pas. Mais tu vois justement, c'est quoi les sources que tu as en toi? C'est quoi les forces que tu as eues en toi? Puisque oui, il y a eu des miroirs extérieurs, il y a eu la validation spirituelle, il y a eu la validation de ton mari, il y a eu même la validation de ton enfant que tu as porté. Donc tu t'es approprié ton corps, mais les ressources en toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mes ressources en moi, je les ai puisées dans la foi, vraiment. Moi, je peux pas dire que c'est venu de notre part. Elle est humble, oh là là, t'es humble. Mais... Ah oui, vraiment, c'est la parole. Et comme je t'ai dit, en moi, je suis persuadée qu'une femme, en fait, elle a des ressources inépuisables, en fait. Et on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire, la foi, moi, le puiser dans la parole, ça a été une ressource énorme. Et aussi prendre conscience de cette force qu'on a en tant que femme. Moi, c'est aidé à me réaliser et à pleinement m'affirmer dans celle que j'étais. Et je le dis souvent aussi aux femmes qui se sentent pas bien dans leur peau, qui peuvent même passer par la dépression ou autre, c'est que poser ces actes-là vers le changement sont super importants. Ça fait plutôt partie de la confiance en soi que l'estime de soi, mais renforcer cette confiance en soi par toi-même aller chercher les informations liées à la femme, liées à celle qu'on est, liées à notre identité, liées à notre histoire, liées à notre parcours. Ça nous forge et ça nous construit énormément. Moi, de ce côté-là, lié à mon histoire, j'ai toujours eu une certaine fierté parce que j'ai connu mon arrière-grand-mère, j'ai connu ma grand-mère et elles m'ont énormément transmise. Mais moi, personnellement, j'ai dû aussi aller chercher, c'est-à-dire moi, je suis née en France, je suis née dans une certaine époque avec certains défis. Voilà, tout à fait. Et de me forger aussi en tant que femme de mon époque, j'ai dû aller chercher ces informations-là et prendre conscience que, dans tout ce qui compose ce que je suis, avec mon passé, mon présent et celle que je vais être, et tout ça, c'est une force en fait. Parce que quand je parle aujourd'hui avec le recul, par exemple, de mon passé, de mon enfance, on l'a survolé, mais les choses que j'ai pu vivre ou voir, avec le recul, aujourd'hui, je me dis, mais la personne que je suis, j'ai dû passer par ça pour pouvoir être celle que je suis aujourd'hui. Même si sur le coup, on pense que c'est la fin du monde pour nous, mais avec le recul, en fait, on se dit que toutes ces expériences-là nous forgent et font la personne qu'on est aujourd'hui. Cette force aussi que j'ai, je pense, vient aussi des épreuves que tu as pu connaître dans ton enfance. Et les expériences que j'ai pu tirer de cela aussi. Justement, est-ce que tu penses que tu dois passer par ce processus de faire la paix avec toi-même avant de construire tes projets que tu as fait, l'association Espoir, l'IFIKI, le consulting et même les actions que tu fais au Congo? Est-ce que tu penses qu'il est bon de faire la paix avec soi-même avant de faire tout ça? Ou est-ce que c'est justement par toutes ces actions-là que tu trouves ta paix ou que tu te rencontres? Alors, je pense pas qu'il y ait de réponse universelle et on dit pour tout le monde en fait de la même manière. Pour ma part, il y a dû avoir une paix intérieure quand même, un socle, on va dire, de base qui a dû être posé, de base, parce que j'aurais pas pu faire les choses et recevoir de la même manière en fait, parce que je pense que si on part pas avec cette paix là intérieure, on peut pas tirer ce qui est attiré de la même manière en fait. On va tomber, on se connaît, nous les femmes, dans les comparaisons, dans les mal-être, dans les dépressions, dans les jugements, dans toutes ces choses-là. Tu vivras pas pleinement la bénédiction. Voilà, tout à fait. Mais moi, je pense en tout cas pour ma part que c'était utile. Après, pour moi, elle se construit quand même sur le long. Elle s'affirme quand même sur le long. Je pense qu'elle grandit quand même avec le temps. Cette paix intérieure, et elle s'entretient aussi. Elle s'entretient, je pense qu'il y a des moments où on peut le vivre où c'est les montagnes russes et s'exercer à faire et à avoir régulièrement ces remises en question et tout ça nous permet de pouvoir entretenir cette paix intérieure. Mais de base, oui, il faut quand même qu'il y ait un socle, c'est-à-dire nous personnellement avec la personne qu'on est, avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on veut devenir, avec cet amour de soi, cette estime de soi, il le faut.
Mais j'encourage aussi les gens à pas attendre que tout soit parfait pour faire les choses, pour se lancer aussi, parce que ça peut aussi être mauvais, parce que comme je l'ai dit, moi je suis persuadée que les changements ou même les constructions, même de manière individuelle, impliquent forcément quand même les autres. On ne peut pas tout faire tout seul en fait. Absolument. On ne peut pas se construire tout seul, c'est-à-dire ça implique forcément les autres, donc c'est-à-dire même dans cette démarche-là de recherche personnelle, ça implique aussi quand même notre entourage pour avoir des conseils, pour avoir même ces réflexions-là qui vont nous servir et qui vont nous renvoyer qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi, ça implique l'autre. Tu sais quoi, des fois même les critiques, moi il y a certaines critiques qui m'ont boosté. Ouais, et qui t'ont fait devenir meilleur. Oui, tout à fait. La revanche, le truc du Tout à fait, je suis c'est une d'accord. critique que je n'accepte pas et voilà, non, je l'accepte pas. Ouais. Et je suis d'accord aussi avec toi sur le fait d'être parfait. Des fois, justement, je pense que l'amour de soi, c'est aussi celui qui t'autorise à être imparfait. Tout à fait. Ou pas totalement prêt, mais par amour. Mais ça, il faut l'accepter. Ouais. Ouais. J'ai envie que tu me parles de tes projets actuels, justement. Est-ce que tu peux me parler de ton accompagnement envers les femmes et me parler un peu même de la sororité, puisque même au sein d'Espoir, j'ai l'impression qu'on est beaucoup entouré de femmes et qu'il y a beaucoup cet amour entre femmes, quoi, de ce booster. Et même le fait d'aider les autres femmes, justement, je trouve que c'est encore un acte d'amour. Pour moi, Cécilia, t'es une femme remplie d'amour, vraiment, vraiment, vraiment. Après, oui, on ne donne que ce qu'on a. Je pense que les trois activités que tu as mis en avant qui me représentent, c'est un condensé de ma vie en fait. Concernant Espoir, si je peux développer un petit peu, j'ai grandi dans un foyer où on a toujours donné. Ma mère a hébergé beaucoup d'SDF, de réfugiés à la maison et inconnus en plus durant notre enfance. Donc on a toujours eu cette culture-là du don de soi. Il y avait des mamans qui venaient sonner à la maison pour dire tu peux me donner de quoi manger, j'ai rien. Et qu'elle va préparer des œufs, du pain, de la farine et du lait qu'elle va donner à la voisine. L'autre, elle va lui donner une partie du repas qu'on avait cuisiné ou quoi que ce soit. On a hébergé plusieurs familles qui venaient où dans la maman ne savait même pas parler français avec ses enfants, on leur donnait une de nos chambres et là les accompagner pour les démarches administratives. Donc en fait pour moi c'était limite la norme que quand le peu que tu as de pouvoir le donner. Donc quand je suis arrivée à l'âge adulte, c'était simplement ok, comment moi je vais pouvoir aider à mon niveau aussi concernant Espoir. Et ma sœur s'est retrouvée aussi dans cette démarche là et c'est pour ça qu'elle s'est greffée à moi et qu'on a pu créer Espoir. Et l'onglet dont tu parles pour les femmes spécifiquement, oui, forcément il se développe particulièrement pour moi parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. On a parlé d'estime de soi, on a parlé de comment se valoriser ou quoi. Le fait d'être passée par là me pousse en fait à vouloir que toutes les femmes puissent s'estimer, être pleinement en phase avec elles-mêmes et pouvoir se réaliser. Ça c'est un souhait que j'ai et du coup que je déploie dans tout ce que je fais en fait. Et avec Espoir du coup, parce qu'on a 3 axes principaux, on a l'aide aux plus démunis, on a le soutien de toute initiative de solidarité, donc ça on se greffe parfois à certaines associations qui sont déjà en place pour leur apporter notre aide, et on a la valorisation du potentiel de chacun. Et là du coup, c'est là que je mets en place certains projets où les femmes sont beaucoup mises en avant, dont ANU, certains shootings que je fais également, certaines actions où il nous est arrivé de visiter des femmes réfugiées dans certains centres et leur proposer mes activités du coup de consulting, de passer des moments avec elles, de leur redonner tout simplement cette estime peut-être qu'elles avaient pu perdre de par leurs conditions actuelles mais qui ne définit pas tellement ce qu'elles sont profondément. Et concernant mon activité de consulting, il y a 3 axes principaux également qui sont... Excuse-moi. Ouais, parce que tu veux rebondir? Absolument. Parce que là, t'as trop survolé. T'as pas survolé, mais c'est vrai que justement, tu m'as fait plusieurs fois partager, ou tu m'as justement pris dans tes projets. Et moi, je tiens à te dire que oui, moi, ça m'a clairement boosté. Moi, j'avais peur des photos. J'avais peur oui, c'est vrai, lors du shooting peur à de nu. l'image. Oui. Ouais, c'est ça, au shooting à nu, mais aussi, c'est surtout pour Lifiki, ta marque Lifiki, où là, vraiment, à mes yeux, je me suis révélée. Mais parce que j'étais entourée justement de femmes boosters, femmes moteurs, tu vois. Où il y avait cette... comment je pourrais dire, vraiment cette sororité-là, en fait, qui était présente et tout ça. Oui, tout à fait. Je trouve que tu as toujours posé ce cadre d'acceptation, d'amour, de quand même mise en valeur. On n'est pas n'importe qui, c'est ça, tu vois. C'est ça.
Et merci d'ailleurs. Toutes ces images, on peut les retrouver sur l'Instagram et sur le mien aussi, de très belles photos. Et justement, l'association Espoir aussi, on peut la retrouver sur ton Instagram. Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Il y a également un compte Insta. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de l'Ifiki justement? Parce que, à mes yeux, même te connaissant, j'ai très bien compris que derrière chaque action, il y avait un grand engagement derrière. Un vêtement, c'est pas qu'un vêtement. Tout à fait. Alors, avant l'Ifiki, du coup, comme je te parlais du consulting, les femmes que j'accompagne, du coup, je te disais, il y avait 3 axes. Donc déjà, le premier, on en a parlé un petit peu quand on parlait de moi personnellement, c'est déjà l'estime de soi. Il y a l'estime de soi, il y a qui est de s'aimer, clairement, de se connaître. Si je peux faire dans l'ordre, du coup, c'est l'identité, se connaître, s'aimer, donc s'estimer, et se valoriser pleinement. Parce que c'est vrai que le vêtement, on associe tout ça à quelque chose de superficiel, ça vient après, ça vient en dernier. Et du coup, dans mon procédé, on va dire, d'accompagnement, j'ai vraiment cette volonté-là de pouvoir d'abord apprendre à connaître la personne, et de pouvoir faire en sorte que les choix qui seront faits seront en phase avec cette personne-là. Okay. Donc les choix de vêtements en rapport avec cette personnalité, parce que les femmes que je rencontre ne sont pas forcément toutes pas dans une quête d'estime de soi. Okay. Certaines s'aiment et s'acceptent, mais elles ne savent pas comment faire pour faire en sorte que ce qui est vu extérieurement soit en phase avec ce qu'elles sont intérieurement. Il y a des étapes des fois dans nos vies qui fait aussi qu'on peut changer même et évoluer dans notre personnalité, dans notre manière de voir les choses, et après des fois on voit un décalage avec ce qu'on peut refléter et vouloir être accompagné par rapport à ça. Mais j'ai vraiment la volonté que les femmes que j'accompagne, en tout cas, puissent avoir cet équilibre-là entre leur personnalité et ce qu'elles reflètent. Et dans ce vêtement même là que je vais présenter, la démarche est vraiment de pouvoir se défaire, on va dire, un petit peu de la mode, mais de respecter les différentes morphologies, les valoriser comme elles sont, de sortir aussi de toute cette folie des fast fashion, enfin des modes à répétition qui nous poussent à acheter chaque semaine, chaque mois des vêtements, parce qu'ils sont fabriqués pour être des vêtements jetables, des vêtements qui ne durent pas dans le temps, et les amener à prendre connaissance de marques plus éthiques, plus respectueuses de l'environnement, ou même des êtres humains qui les fabriquent, tout à fait, et de se démarquer aussi de par leur apparence, et que ceux-là sont en phase avec elles et pas forcément avec la foule dans ce que la mode peut proposer. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. J'avais vu un jour, je crois que c'était en story sur ton Insta, où tu avais dit que la fast fashion, ça peut être sympathique, mais trouver son identité, quand tu as trouvé ton identité, tu n'as même pas besoin de plus de 5 classiques, 10 classiques, tu vois. Tu as tes basiques et c'est là où tu as ton identité. C'est ce que je propose. Après, il n'y a pas un chiffre qu'on peut couper, je pense, c'est relatif d'une personne à l'autre, mais en tout cas, il y a certains basiques qu'on peut avoir dans notre dressing et qui peut s'adapter selon les morphologies ou quoi, parce que tout le monde ne va pas forcément aimer l'oversize, par exemple. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas forcer mes clientes à toutes mettre du oversize parce que moi, c'est ce que j'apprécie. Mais la chemise blanche, par exemple, pour donner un exemple, la chemise blanche, c'est un élément que toutes les femmes doivent avoir dans leur dressing. Après, qu'elle soit crop top, qu'elle soit longue, qu'elle soit ajustée ou quoi, là on regarde par rapport au profil de la personne. Mais il y a des choses comme ça qui nous permettent en tout cas d'éviter cette surconsommation et également cette volonté toujours d'acheter, parce qu'on n'achète pas forcément les bonnes choses, on les achète sur un coup de cœur parce qu'on l'a vu sur quelqu'un, parce qu'on l'a apprécié sur quelqu'un, et cette projection-là qu'on fait, moi aussi je vais être comme ça, et puis des fois le vêtement va arriver sur nous et ça va pas donner la même chose, et ça va faire quoi? Ça va nourrir que des complexes en plus, alors que c'était juste pas fait pour nous peut-être, quoi. Donc voilà. Ok. Cécilia, est-ce que tu peux me développer en fait sur l'Ifiki? Parce que je sais très bien que tu es une femme d'engagement, ça veut dire que derrière un simple vêtement, il y a toujours ton histoire, enfin il y a toujours une histoire et un engagement. Tu peux me définir les valeurs? Oui, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, et l'Ifiki a vraiment cette volonté-là de parler de l'histoire de mon pays d'origine, le Congo, mais également de l'Afrique de manière générale, de mettre en avant son savoir-faire, les artisans,
ces matières premières qui sont souvent négligées aujourd'hui et banalisées, comme le raffia, qui est une matière qui a symboliquement une grande histoire. Je crois que c'est le tissu des rois, non? C'est pas ça? À l'époque, oui, c'était vraiment un tissu royal qui était porté par la royauté et qui était également utilisé pour marchander. Donc, c'est-à-dire, on pouvait même acheter quelque chose avec du raffia contre des pièces d'argent ou quoi que ce soit. Donc, ça avait vraiment une grande valeur. Et les artisans aujourd'hui peuvent travailler sur des tissus en raffia pendant plus de 3 mois en fait, parce qu'il y a un procédé assez long pour récupérer la matière première, pour la travailler ou autre. Donc toute cette histoire-là de pouvoir en fait, à ma petite échelle, apporter quelque chose et mettre ça en avant et la valoriser. Et puis embrasser en fait cette richesse qui est pour moi la France avec plein de cultures différentes et leur proposer ça parce que lors du premier shooting, c'est ce que j'ai voulu faire. J'aurais pu dire que je prenne que des personnes qui sont originaires de mon pays, le Congo ou quoi que ce soit. Mais non, j'ai voulu rassembler toutes ces cultures-là parce que elles se rassemblaient tout autour d'un projet qui allait au-delà du Congo, mais qui allait dans le fait de valoriser l'histoire, le savoir-faire, les cultures et aussi ce qu'on oublie beaucoup aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on pense gros, on pense chimique, on pense rapide et mettre en avant plutôt le naturel, le fait main, l'artisanat, on prend son temps, le respect du processus de fabrication. Et donc voilà, il y a vraiment cette volonté-là. Je ne sais pas si j'avais créé cette marque il y a 10 ans, j'aurais eu la même démarche. Je pense que c'est aussi une résultante de celle que je suis aujourd'hui. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur. C'est ça que j'aime chez toi, c'est parce que dès que je vois tes projets, je vois à peu près où t'en es. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est en phase avec la personne que je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. Très fort, très fort. Dans 5 ans, dans 10 ans, je te vois où? Je te vois comment? Est-ce que je te vois en France? Alors, déjà, comme on parlait de l'Ifiki, déjà principalement ce serait de développer cette marque. J'ai posé les fondations, on va dire, et faire en sorte qu'elle puisse croître, se développer. Et quand je parle de croître, c'est pas forcément en quantité astronomique, mais c'est de pouvoir réaliser, on va dire, les capsules, les pièces que je veux réaliser et les proposer aux personnes qui seront sensibles à cela. De persévérer également dans mes activités auprès d'Espoir, de pouvoir concrétiser certains projets qu'on a actuellement pour la France comme à l'international auprès des plus démunis. Et qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter d'autre? Te souhaiter pour moi, t'es sur ton chemin là. Il faut juste y aller. De persévérer. De toujours être bien entouré. Tout à fait. Et ça c'est important. Si vous voulez retrouver Cécilia, je vais de toute façon mettre son Instagram en biographie. Et je crois que tu as un lien aussi avec le Congo. Est-ce que tu vas travailler, est-ce qu'il y aura des usines là-bas? Pas des usines, mais est-ce qu'il y aura de la main-d'œuvre là-bas? Ah oui, bon là, après, oui, ça engage. Ça c'est vraiment. Oui, tu parles de quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais oui, dans le long terme, en fait, le but ce serait que même la production Unifiki puisse être produite par des femmes et des hommes au Congo qui contribueraient en tout cas à tout ce processus de création et de créer du coup des emplois et en même temps de garder cette identité culturelle de la production. Voilà. Made in Congo, tout à fait. Cécilia, avec le cœur. Merci beaucoup Cécilia. Merci à toi pour ce moment. Merci à toi. C'était agréable. Est-ce que tu veux ajouter un mot? Est-ce que tu veux... Non, je pense qu'on a fait le tour, que j'ai assez parlé comme ça pendant tout ce temps-là. Moi, écoute, je peux t'écouter des heures. Ah oui? N'hésite pas, si tu as des idées de podcasts, de vidéos, je t'écoute. Et si je veux te retrouver, je vais sur ton Instagram, très alimenté, avec ton très beau portfolio d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à visiter sa page. Merci de m'avoir invitée à la maison. Avec plaisir, tu es la bienvenue, fais comme à la maison. Merci, à bientôt. À bientôt.